La thématique d'aujourd'hui, c'est l'onboarding. Et pour animer ce talk, j'ai le plaisir de vous présenter Jérôme et Christophe, qui seront nos deux intervenants aujourd'hui. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Alors, pour ma part, Jérôme Duban, du coup, je dirige le pôle Brand Experience de l'Agence Limpide. Voilà, créatif de formation et puis touche à tout quand même. Euh, J'aime bien l'image, les mots et puis et ce sujet d'onboarding, c'est quelque chose qui s'installe depuis longtemps au sein de l'agence sur les projets que l'on mène et la confiance qu'on nous accorde autour de ces sujets-là. On aime travailler cette expérience de marque. Voilà. Et donc Christophe Chaudel, moi je suis directeur général chez Limpide, associé avec Jérôme. J'aime beaucoup le web marketing et je travaille effectivement avec Jérôme sur la constitution des dispositifs d'onboarding qu'on met en place chez nos clients. Et donc moi, Naomi, donc en charge du BizDev chez Limpide et également en charge de toute la communauté au travers de nos différentes activités comme les talks, les interviews objectives et d'autres activités. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose une rapide présentation de l'agence. Donc Limpide, on est une agence digitale spécialisée dans l'expérience utilisateur. On a créé l'agence il y a 10 ans. Aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires d'un peu près de 2 millions. Et comme certains le savent déjà, on aime partager nos expertises et nos retours d'expérience lors d'événements comme celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une petite trentaine à l'agence et Limpide, on a 2 pôles de compétences. Donc, dans un premier temps, le pôle UX, où on vient créer des expériences digitales pour nos clients en remettant l'utilisateur au centre d'un projet. Et ça passe par de l'analyse data, de l'analyse comportementale, des tests utilisateurs ou des interviews suivant les besoins du projet. Le deuxième pôle, le pôle brand expérience qui ici touche plus au métier de la communication. On vient imaginer des programmes d'identité, on vient créer des supports de communication, mettre en place des stratégies d'acquisition ou bien des stratégies d'onboarding et qui d'ailleurs est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je vais maintenant passer la main à Jérôme et Christophe. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Moi, de mon côté, je serai modératrice et j'interviendrai directement auprès de nos deux intervenants pour poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Voilà, messieurs, je vous passe la Merci main. Naomi, merci beaucoup. Alors évidemment, aujourd'hui, le sujet, c'est l'onboarding, levier de performance pour tout lancement, mais comment parler d'onboarding sans finalement parler avant cela de change, parce que c'est bien ça dont on parle quand même, c'est du change management. Le change management, il a été théorisé par un monsieur qui s'appelle John Kotter, et lui, il a établi finalement les 8 grandes étapes de ce changement. Alors ce monsieur, c'est quelqu'un qui est professeur à la Harvard Business School. Il est né à peu près il est né en 1947. Et il a écrit un livre qui s'appelle Leading Change en 1996. Là, il y a des petits traits qui s'installent sur mon écran. Je découvre ceux-là, des traits jaunes. Ils étaient là déjà, ces traits jaunes? C'est marrant. Non. Bref, il a écrit un livre qui s'appelle Leading Change. Et dans ce livre, il nous raconte quoi, finalement, ce monsieur? Il nous raconte ça bug, il est où mon curseur? Excusez-moi. Il nous raconte que dans le cadre du change dans l'entreprise, il y a un premier point fondamental, c'est de créer l'urgence. Voilà. Créer l'urgence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire mettre forcément des warnings partout, exciter les gens, stresser tout le monde et faire peur, mais c'est plutôt donner du sens et montrer que le changement est nécessaire. Et finalement, c'est d'aller chercher un but commun, travailler ce qu'on appelle le purpose. Alors en anglais, c'est toujours un peu plus sympa, c'est toujours un peu plus pro, mais c'est le but commun. Voilà, vraiment créer l'urgence. C'est en ça qu'il nous parle, il nous invite à commencer par cela. Derrière, une étape très importante, c'est de former cette coalition, c'est-à-dire d'aller chercher des relais qui vont nous permettre de travailler et d'accompagner le change sur le terrain auprès de l'intégralité des personnes ou des utilisateurs que l'on va devoir embarquer. Former un groupe, une coalition puissante, c'est vraiment fondamental. Cette coalition, elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre d'identifier les opportunités, mais aussi les freins. Voilà, on se lance dans le changement, on a des convictions, on pense que le changement va être compris, on s'est dit, on a peut-être défini le fameux but commun, le purpose. Néanmoins, identifier les freins sera fondamental puisque c'est
sur ces freins que l'on va travailler à développer des messages. Une personne, un collaborateur, un utilisateur qui adhère au changement, on va pouvoir lui raconter tout ce qu'on veut. À la limite, il est déjà acquis. Par contre, développer les messages en travaillant sur les freins pour aller chercher les détracteurs, ça, ce sera vraiment fondamental. Quand j'appuie, ça ne clique plus. Voilà. Une fois qu'on a développé nos messages, donc la cinquième étape, c'est de communiquer. Et il nous dit qu'il faut communiquer, communiquer et encore communiquer. Évidemment, il faut être créatif, utiliser les bons canaux, les bons outils au bon moment. Voilà. Tout ça, ça se traite dans un plan de communication, plus ou moins détaillé, plus ou moins complet, enrichi en fonction des sujets que l'on traite. Néanmoins, c'est une étape fondamentale et il ne faut jamais sous-estimer l'importance d'une communication récurrente. Une fois qu'on a communiqué, on a des premiers résultats. Ces premiers résultats, il va falloir aller les chercher, collecter de la data, exploiter peut-être des interviews que l'on va pouvoir faire auprès des premiers adoptants. Et en fait, on va devoir valoriser ces résultats. Ces résultats vont également faire partie du change et être capable d'embarquer encore plus de gens. Maintenant, au sein de ces résultats, on va peut-être voir que certains points sont à améliorer, certains messages, le dispositif, on peut le rendre plus performant. Donc, on va consolider ces résultats et adapter notre plan de com en fonction de ces premiers retours. Et une fois que toutes ces grandes étapes sont passées, évidemment, à la fin, a priori, le changement est acquis. On a développé une nouvelle brand culture autour d'un service ou d'une organisation. Et l'objectif, c'est d'ancrer les résultats pour pouvoir embarquer les nouveaux venants, nouveaux utilisateurs, nouvelles personnes. Voilà, c'était important de rappeler ce qu'est le change et que ces grandes étapes sont quand même essentielles dans tout projet de changement au sein des institutions. On voit bien donc le change, c'est quelque chose qui a été conceptualisé il y a déjà un certain temps, que l'onboarding, on voulait resituer un peu le terme parce que c'est un terme qui est très tendance aussi et finalement qui vient compléter la conceptualisation de l'onboarding. Alors, c'est vrai que l'onboarding, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps et il suffit même de faire juste une petite recherche sur le web pour se rendre compte que l'onboarding actuel est très RH. On parle beaucoup d'onboarding finalement de nouveaux collaborateurs. Comment on fait pour aller intégrer efficacement un nouveau collaborateur. Alors que ce soit dans une société ou que ce soit dans un projet, le projet est un peu vu comme une mini-société. Donc on se dit comment on fait pour intégrer de la meilleure façon possible, à quelle étape, quelles informations, quel contact. Et ça a encore plus de sens, c'est vrai, actuellement, on le sait tous, en télétravail, là, toute personne qui a dû arriver dans un nouvel emploi s'est rendu compte de la difficulté d'être onboardé, la culture d'entreprise, rencontrer les personnes, créer des relations. C'est vraiment aujourd'hui un thème central et il y a beaucoup de publications dessus. Et finalement, quand on regarde, l'onboarding, c'est vraiment un principe d'accompagnement et d'anticipation. Il faut avoir ces deux fondamentaux dans son moteur pour pouvoir se dire, OK, mon dispositif, à quoi il va servir finalement? Et ben, il va servir à accompagner efficacement et ça part de l'anticipation. Hop là. Et alors, il y a un moment qui a fait exploser l'onboarding et qui fait qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un dispositif extrêmement performant et efficace. C'est que toute la conceptualisation qu'on a eue dans le passé, c'était beaucoup de théories, beaucoup de plans. Mais en 2008, on a eu l'arrivée des applications et ça a révolutionné finalement les dispositifs d'onboarding connus. On s'est retrouvé avec l'App Store qui est apparu, beaucoup d'applications disponibles dessus. Ces applications, on les retrouve sur son téléphone avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de téléchargements. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Renaud, vous pouvez votre micro, s'il vous plaît? Donc du coup, on s'est retrouvé avec des startups qui beaucoup d'utilisateurs et finalement avec très peu de moyens pour avoir un support de ces utilisateurs. Jérôme, je suis désolé. Est-ce que tu peux couper les micros des gens? Je sais, c'est un peu compliqué. On a des petits soucis techniques, même moi, par rapport à mon plein écran à la présentation. Mais alors, je ne sais pas où se trouve la personne qui est pas en mute.
Ah bah ça y est, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Merci. Ouais, Désolé ouais, à tous, il y a des petits soucis. Voilà, ça fait partie du live. c'est ça. Donc les applications, les startups, structurellement pas du tout équipées pour pouvoir aller gérer autant d'utilisateurs. Et finalement, une réflexion autour des dispositifs à mettre en place pour accompagner. Donc à ce moment-là, il y a un contexte qui est beaucoup d'applications sont sorties en même temps. Les premières expériences sur les applications sont déterminantes. Pour faire en sorte que les gens qui se sont inscrits sur sur votre application puissent ensuite revenir. Donc, il faut qu'elle puisse comprendre votre application, parce qu'on sait qu'en 2008, tout le monde téléchargeait un peu n'importe quoi. Mais le but du jeu, ça a été justement de transformer des inscrits en utilisateurs. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'est vraiment venue cette notion et qu'on a pu valoriser les startups en fonction des inscrits, mais des utilisateurs. Et donc là, les startups, avec leur vision du web marketing, leur niveau d'expérience de connaissance de leur application, ils ont réussi à mettre en place des dispositifs bilatéraux qui leur ont permis d'aller communiquer efficacement sur comment on va utiliser finalement l'application, à quoi elle va servir, quelles fonctionnalités, à quel moment, comment on fait pour vous faire revenir, et ainsi de suite. Et là, l'onboarding est devenu vraiment performant, comme on l'appelle, et a intégré cette dimension digitale. Alors, je suis vraiment désolé. Moi, j'ai des petits soucis de clic entre l'application Zoom où j'essaie de trouver où il y a le bouton pour muter le son et en même temps, je m'emmène les pinceaux. C'est pas grave. Merci Christophe. Effectivement, un âge d'or. L'onboarding, on le voit plutôt aujourd'hui orienté autour des RH et finalement apparu grâce à l'avènement des smartphones et des applications. En fait, un onboarding digital, il est approprié pour les entreprises en mouvement. C'est un peu l'idée de cette image qui évolue derrière. Là, c'est une entreprise aujourd'hui, elle se doit de réagir, d'être réactive. On le voit, le monde change du jour au lendemain. En novembre dernier, on n'imaginait pas qu'on en serait dans cette situation-là avec la crise sanitaire. Il faut que les institutions et les organisations évoluent, réagissent rapidement. Et l'onboarding digital permet ce genre de réactivité, que ce soit pour de l'applicatif, métier ou de l'application, à destination du plus grand nombre, mais aussi pour des plans stratégiques, des plateformes de marque, refonte d'identité, une acquisition, l'organisation qui évolue, un déménagement. Voilà, tous ces sujets, tous les mouvements de l'entreprise peuvent être adressés justement avec un onboarding digital un peu bien mené à partir du moment où on suit une méthode un peu précise. Alors, il y a la méthode du change énoncée par John Kotter. Et puis, il y a la méthode limpide. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est essayer de s'être approprié finalement cette méthode de change et de l'avoir appliquée très concrètement autour de sujets pour le compte de nos clients. L'onboarding pensé par limpide, du coup. Donc, cet onboarding, aujourd'hui, ça a du sens d'imaginer une méthode autour de ça parce qu'on se rend compte que même dans des situations de nouveauté, alors là, c'est un parc pour enfants, mais il y a un nouveau parc, voilà, une butte, une bosse avec deux toboggans. Et en fait, on voit que la nouveauté n'est pas du tout, finalement, pas forcément comprise par les enfants, mais qu'en fait, le décalage est là. On s'attend à ce que les enfants fassent du toboggan et en fait, ils sont juste à côté. Et c'est un peu ça aussi, l'onboarding, c'est d'être capable de bien guider, de bien amener la compréhension des éléments, de bien guider un utilisateur dans l'utilisation d'une application ou de bien amener à comprendre la culture de marque dans le cas d'une entreprise. Donc, cette méthode, elle se déroule en 4 étapes. Mesurer l'expérience, définir l'expérience, designer l'expérience, promouvoir l'expérience. Voilà. Nous, on a vraiment établi une méthode autour de ces 4 étapes qui nous permettent à la fin d'avoir des résultats probants. On va juste faire aujourd'hui le focus sur les 2 premières étapes. Christophe, je te laisse reprendre la parole sur notre Starter Kit. Ouais, bah c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, là, Jérôme, comme tu le disais, l'important c'est d'accompagner et de comprendre. Donc l'expérience qu'on veut proposer, il faut pouvoir l'expliquer. C'est la moindre des choses. Cette partie mesure et cette partie définition, pour nous, c'est le socle qui va permettre ensuite de pouvoir mettre en place un dispositif. Donc on est vraiment sur un audit, une vue, une photo et puis ensuite une réflexion. Ça se fait avec plein de modules différents qu'on va vous détailler juste après. Donc, sur la partie mesure, en fait, l'idée principale, c'est de cartographier l'écosystème. Voilà, on va le préciser après. C'est vraiment l'idée de cette mesure, de cette étape de la mesure. Comment on cartographie l'écosystème? Bon, évidemment, on va récupérer tout un tas de documents, tout un tas de choses, mais on va surtout
travailler autour de groupes de travail. On va élaborer des groupes de travail, que ce soit des groupes de travail avec ceux qui lancent, qui sont à l'initiative du changement, ou encore une fois, comme on l'a dit, des groupes de travail qui vont plutôt être notre coalition, nos ambassadeurs. Et puis, on va mener des interviews autour des people, des users, des interviews quali, quanti, au téléphone, via des formulaires, tout ça pour encore une fois objectiver au maximum les opportunités et les freins autour du changement. Cette cartographie de l'écosystème, nous, on l'a un peu schématisé. L'objectif, c'est d'amplifier l'onboarding. Voilà. Amplifier l'onboarding, comment on y arrive? En fait, il y a un premier enjeu, c'est de comprendre l'organigramme de l'entreprise. Voilà. Comment est constituée l'entreprise? Comment est constituée la business unit ou le pôle sur lequel il va y avoir un changement? Trouver les relais d'influence, on l'a dit tout à l'heure, on parle d'une coalition d'ambassadeurs. Trouver nos relais d'influence, c'est vraiment fondamental. Et à quoi vont nous servir ces relais d'influence? C'est d'aller toucher en fait ce qu'on appelle des minorités conquérantes. Parce qu'en fait, ces minorités, et c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein, ce sont souvent les minorités que l'on entend le plus. Et donc, ces minorités conquérantes, c'est celles qu'il va falloir vraiment aller toucher. Maintenant, une fois qu'on a bien compris l'organigramme de l'entreprise, il va falloir identifier tous les canaux à disposition au sein de l'organisation. Ces canaux ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, d'une filiale à une autre. Voilà, il y a vraiment un enjeu à établir les canaux et surtout à ceux qui vont être le plus pertinents, ceux qui vont permettre de porter le bon message à la bonne personne. Donc, les canaux, on les connaît, c'est l'email, évidemment, des intranets, peut-être du SMS, peut-être une application, un applicatif métier. Le manager est un canal en tant que tel, hein, puisque c'est lui qui va pouvoir porter la bonne parole. Il peut exister un réseau social interne à l'entreprise, un canal qui est le in situ, que ce soit dans une industrie ou dans le service. Voilà, le in situ, les locaux, les bureaux, est-ce qu'on installe un kakémono, une affiche ou autre? Le papier fait partie évidemment des canaux. On est moins dans l'onboarding digital, mais néanmoins, c'est important. Donc, identifier les canaux. Et puis, forcément, il va falloir qu'on parle de stratégie, qu'on remonte d'un niveau. Là, ça va être d'être capable de comprendre l'histoire de l'entreprise ou l'histoire du projet, la vision, la mission, les valeurs. Voilà, travailler autour de ce qu'on appelle la plateforme de marque pour être capable de ne pas se tromper dans la culture de l'entreprise ou la culture autour du projet que l'on porte. Donc vraiment, l'intérêt, c'est d'amplifier pour embarquer. Il va falloir qu'on embarque un maximum de personnes et il faut surtout éviter, il y a quand même quelque chose d'important, c'est d'éviter cet effet de top to bottom. C'est-à-dire qu'une décision qui vient d'en haut, des fois, peut nous tomber dessus comme ça. On se dit, ah bon, pourquoi j'accepterais cette décision? Alors que si la décision vient de la personne qui est juste à côté ou qu'elle nous est présentée avec le bon angle de vue, avec la bonne urgence, finalement, ce bon purpose, on est plus à même de l'accepter plutôt que quand ça vient de tout en haut. Maintenant, concrètement, pour justement former cette coalition, aller trouver nos relais d'influence, on vous présente ici une petite mécanique d'activation autour de la constitution d'un groupe de travail. Bon, voilà, c'est assez simple, c'est du bon sens, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. Ça démarre forcément par un email d'information, un push à inscription. À l'idéal, on a préparé un Google Form. Alors, je dis Google Form, ça peut être un Typeform, peu importe, mais en tout cas d'avoir un formulaire d'inscription digitalisé qui nous permet d'optimiser, d'automatiser l'envoi d'un email de confirmation. Encore une fois, chaque étape est un moment clé pour communiquer. Donc, quelqu'un qui s'inscrit, on le remercie de s'être inscrit, on lui rappelle les dates. Lors du groupe de travail, à l'idéal, créer des images pour pouvoir réutiliser ces images, peut-être pour communiquer autour des résultats du groupe de travail sur un réseau social d'entreprise qui peut être un Google+ ou un Workplace, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant également, c'est on a des premiers résultats. OK, on a un groupe de travail un premier groupe de travail autour de 5, 6, 10 personnes maximum. Peut-être qu'on va pouvoir adresser ces résultats via un sondage qui vont nous permettre aussi d'aller donner encore plus d'envie autour de ces groupes de travail et susciter des inscriptions pour un deuxième, un troisième, un énième groupe de travail. Voilà, c'est de montrer que ces groupes de travail
au début, les gens, en général, ne sont pas forcément enclins à participer. Il y a toujours voilà, des relais d'influence, mais le but, c'est d'aller chercher au-delà de ces relais d'influence parce qu'eux sont plutôt acquis à notre cause. Donc, en valorisant le travail des groupes de travail, pardon pour la redondance, mais en tout cas, en valorisant ces échanges, on est capable de susciter de l'intérêt. Et évidemment, à la fin, c'est remercier, montrer, pourquoi pas, les idées retenues. Et de valoriser toute cette étape. Donc voilà un exemple de mécanique. Une fois qu'on a passé l'étape de la mesure, donc on a cartographié l'écosystème, qu'on a interviewé des people, des utilisateurs, qu'on a constitué nos groupes de travail avec lesquels on a pu commencer à travailler, à identifier les freins et les opportunités, on va plutôt passer à la partie définition. Voilà, on passe cette étape de mesure, on rentre dans la définition. Voilà, la définition du purpose, c'est quand même le point d'entrée. C'est un élément vraiment fondamental et on le voit en fonction des typologies de sujets. Alors, excusez-moi, je reviens juste un petit peu avant. Est-ce que ça marche si je fais rewind? Hop, voilà, désolé, ce n'est pas toujours avec les animes et tout. Purpose. Ensuite, on va parler plutôt de la stratégie de contenu, User Journey Map, essentiel, et de plan de communication. Je n'avais pas détaillé ces 4 points, même si vous avez eu sûrement l'opportunité de les lire. Définir le but commun. Alors, voilà, il y a plusieurs typologies de sujets et à chaque fois, en fonction des sujets, on est censé essayer de travailler justement un but commun. Dans une stratégie, une vision d'entreprise, voilà, quand une société se lance dans un plan stratégique, alors il y a eu de nombreux plans Strat 2020, les plans 2020, voilà, c'était un peu monnaie courante avant 2020 du coup. Et puis maintenant, on est plutôt à l'étape 2024. Voilà, tout ça sont des plans stratégiques dans les entreprises. Si on prend un exemple d'une société qui aurait fait énormément de croissance externe et qui aurait organisé un plan plutôt autour de la scalabilité, voilà, structurer une taille d'entreprise. Et puis maintenant, cette entreprise, elle est grosse, il y a de nombreux collaborateurs, il y a plein de filiales partout dans le monde. Finalement, il y a un moment, il faut quand même rationaliser tout ce travail qui a été fait et essayer d'optimiser quand même les offres, les méthodes, pour optimiser le business. Donc, le but commun dans le cadre d'un sujet de type One Group, évidemment qu'on ne va pas adresser un message en disant bon, les gens, il va falloir que l'on soit plus performant pour rentabiliser au maximum tout ce travail qui a été fait. La rentabilité ne va pas être un élément fort de ce but commun, de ce purpose. On va plutôt essayer de présenter justement l'idée de la brand culture, quel est l'intérêt d'être un plutôt que chacun dans son coin, comment on peut valoriser de l'intelligence collective. Voilà, on va essayer de travailler autour des méthodes, des process et du gain que l'on peut avoir au jour le jour dans son quotidien et même pour gagner des parts de marché au sein d'une filiale, plutôt que de rester chacun pour soi avec peut-être ses partenaires. Lui, il a ses partenaires, moi j'ai mes outils et ses outils. Voilà. Il y a vraiment un enjeu autour de la notion de One Group et le but commun sera fondamental. L'intelligence collective en est un, il en existe d'autres. Maintenant, dans d'autres sujets type transformation RH, réorganisation, voilà, on imagine un déménagement d'entreprise. On peut imaginer que dans le cadre de ce déménagement, on va appliquer un peu ces New Ways of Working, donc qui consistent à décloisonner, à plutôt travailler en flex office. C'est pareil, dans un sujet de New Ways of Working et de réorganisation. Finalement, j'avais mon bureau, j'étais manager, j'avais mon intimité, j'avais mon espace de vie. Et puis d'un seul coup, on me dit qu'on va tout enlever et que je vais devoir travailler dans un open space. Bon, le but commun, il va falloir le travailler parce que clairement, on aura des détracteurs dans le cadre de ce type de sujet. Donc, c'est de valoriser finalement l'échange, le partage, l'efficacité. Des nouveaux bureaux, qui dit nouveaux bureaux dit un peu d'innovation, de digitalisation, de tout un tas de choses. Donc, on va plutôt travailler sur ce qui va valoriser le quotidien du collaborateur pour essayer de mettre de côté cette idée du décloisonnement qui fait que je perds un peu mon espace, mon intimité et mon espace personnel. Sur l'innovation, de la digitalisation, je vais laisser la parole à Christophe parce qu'il y a de bons exemples également. Oui, effectivement, on le voit beaucoup aujourd'hui on intervient pas mal dans des directions innovation et sur des nouvelles solutions digitales. Et on se rend compte que là aussi, sur l'aspect digitalisation, le sens de l'action a énormément d'importance. Dire qu'on va changer d'outil pour changer d'outil,
c'est pas vraiment une explication qui est acceptable aujourd'hui. Surtout quand on a un outil qui fonctionne déjà bien, on comprend pas vraiment. Il y a beaucoup de groupes qui ont des stratégies de croissance assez fortes, qui ont besoin à un moment de rationaliser et de choisir un outil groupe. Pouvoir l'expliquer dans un sens stratégique, c'est indispensable. Ça peut être donc pour une question de rationalisation, ça peut être aussi pour une question d'usage, de se dire, OK, vous passez trop de temps sur des outils, on veut vous créer un outil qui soit vraiment pour vous, qui vous facilite le travail pour que vous puissiez vous recentrer sur votre cœur de métier, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous faites plus d'informatique que de RH, par exemple, ou d'achat. Voilà, c'est ce discours-là qui manque souvent, parce que l'impulsion, elle est parfois donnée par les achats, l'IT, et qu'on ne donne pas forcément du sens aux innovations qu'on va donner aux entreprises. Donc, c'est exactement le même type de sujet. Alors, sur de la brand stratégie, positionnement, voilà, même combat, hein, quand on est peut-être un acteur, alors on a des références en tête, mais un acteur de ce qu'on appelle par exemple du business process outsourcing, bah, on était peut-être avant un acteur dans l'édictique, l'impression, ces entreprises qui impriment de la facture, voilà, les factures, pardon, les relevés de banque que l'on reçoit, enfin que l'on reçoit de moins en moins du coup pour ceux qui ont cliqué sur accepter le pas de papier. Mais en tout cas, voilà, il y avait des sociétés, des entreprises qui éditaient, qui imprimaient tous ces relevés de banque, qui étaient dans l'outsourcing d'un process business pour les banques, en l'occurrence de la banque qui ne gère plus cette impression de relevé, qui l'a externalisée. Bah, ces sociétés, historiquement, elles se sont retrouvées à investir dans des grosses machines, des grosses imprimantes, et puis tout doucement, il y a la digitalisation. Donc, elles se retrouvent confrontées à un changement de marché. Le business n'est plus le même, il faut s'adapter, donc il faut digitaliser également son offre. Donc avant, là, on était dans l'éditique, de relever l'éditique, l'impression, bah, on se retrouve à devoir proposer du business process outsourcing, ce qu'on appelle le BPO, et d'être capable de digitaliser également son offre. Sauf que bah, la réalité, c'est qu'on a peut-être 200, 300 salariés qui étaient plutôt des salariés, des collaborateurs autour d'une industrie, de l'impression, des grosses machines, des grosses imprimantes, à qui demain on va devoir leur expliquer que bah, en fait, les imprimantes, on va devoir les enlever. Elles s'en rendent bien compte, ces personnes, mais on va leur dire bah, demain, ce sera surtout des développeurs qui vont développer des applicatifs métiers pour pouvoir externaliser ces processus au sein des institutions telles que des banques ou autres. Ce processus-là, c'est du positionnement pour l'entreprise qui va devoir prendre la parole vis-à-vis des marchés, de ses clients en disant bah, « Regardez, on est bien en train de changer. » Par contre, le plus important, c'est comment on le comprend en interne, parce que si le changement n'est pas compris en interne, c'est potentiellement des vrais sujets de frein et de discorde au sein de l'entreprise. Donc, bah, il y a un gros sujet voilà, autour d'une plateforme de marque, nouvelle signature de marque, comment on fait comprendre qu'une signature de marque est bien la bonne et adresse bien aussi bien le métier d'avant que le métier de demain. Et ça passe par un onboarding très didactique pour le coup et très dans la démonstration justement autour de l'image et des mots. Hop là. Sur la stratégie de contenu, bah, en fait, on va pas réinventer la poudre, hein, parce que la stratégie de contenu, on sait que le contenu, c'est des mots, c'est de l'image. Avant tout, ce qu'on appelle, nous, le core content, c'est vraiment le socle qui va permettre d'alimenter intégralement tous nos discours, tous nos messages. Donc, ce socle, il suit une méthode assez simple, mais quand même qui est bonne à suivre. Toutes ces questions, en fait, quand on y a répondu, bah, on a la base. Voilà. On sait exactement quel est le socle de notre contenu, le fameux core content. Maintenant, on va l'adapter peu ou prou en fonction, comme on l'a dit, de la cible ou de la minorité que l'on doit conquérir, en fonction du canal aussi. On va devoir adapter et on ne va pas diffuser à chaque fois l'intégralité de ces messages. Ça, c'est vraiment le guide. Mais il faut s'attacher à créer ce core content au départ. C'est un exercice finalement qui peut être mais en fait assez simple parce que toutes ces questions sont quand même assez simples. Donc, il y a certaines questions, on ne pourra pas y répondre tout de suite, mais quand même, l'enjeu, c'est de pouvoir les adresser. Donc, une fois qu'on a créé ce core content, sont des mots, on l'a dit, on a parlé d'images, de vidéos, et franchement, la vidéo, c'est vraiment essentiel. Là, dans le cadre de cet exemple-là, à droite, voilà, c'est l'exemple que je citais juste avant d'une entreprise qui a dû se réinventer autour de sa stratégie et de son offre.
On est allé, on a filmé, comme on l'a dit, on a fait des groupes de travail, on a échangé avec des ambassadeurs, des détracteurs. Et en fait, on a créé tout ce terreau d'images. On a vraiment pris le temps de filmer. Et à la fin, quand on a diffusé cette vidéo au sein du plus grand nombre, en fait, les gens se sont reconnus également dans les personnes qu'ils ont reconnues à l'image. Et toute l'histoire racontée a été vraiment très didactique dans l'explication, l'intérêt, pourquoi, qui nous sommes, pour qu'à la fin, on accepte une nouvelle identité et une nouvelle signature de marque. Donc, caster les people en action, c'est vraiment fondamental. Et que ce soit par de l'interview, même d'un manager ou d'une personne du codir, malgré tout, montrer les gens en train de parler. À l'issue de cette vidéo, on n'ira pas plus loin, elle n'est pas en entière, mais en tout cas, il y a la présidente de la société qui prend la parole et qui relaie finalement le message, qui enfonce le clou. Mais ce n'est pas elle qui commence, c'est bien avant tout les gens qui ont travaillé autour du sujet. Hop, voilà, je clique. User Journey Map. Ouais. Tout ça, ça montre qu'en fait, rien n'est laissé au hasard. Tout est très travaillé. On parlait tout à l'heure de deux fondamentaux qui étaient l'accompagnement et l'anticipation. Pour pouvoir anticiper, il faut déjà pouvoir designer les choses et savoir exactement ce que vont vivre les utilisateurs ou les collaborateurs par rapport au dispositif. Et ça, c'est justement tout le travail qu'on va faire de mapping, d'aller travailler sur tous ces points d'interaction qu'on va retrouver dans la vie d'un utilisateur. Donc ça passe par les parcours UX qu'on va proposer. Donc c'est vraiment du workflow, hein, du design de workflow où on va répertorier toutes les actions qui vont être réalisées, on va les détailler et par rapport à ça, on va pouvoir y mettre des émotions, des opportunités pour pouvoir relayer des messages. Et c'est très important de pouvoir scénariser les choses au plus juste. On ne découvre pas toutes les fonctionnalités d'une nouvelle solution digitale en même temps. On ne découvre pas toutes les informations d'un plan stratégique en même temps. Ça se fait par étapes et chaque étape doit avoir une conséquence sur l'étape suivante. Tout ça, c'est bien entendu modélisé. Le plan de communication détaillé qu'a présenté Jérôme, lui, il est sur mesure, dédié à une cible, travaillé dans le discours. Et après, tout ça, on essaie de le modéliser au mieux pour avoir un workflow qui soit le plus complet possible et qui nous permette d'identifier là où on va toucher les gens aussi. Des techniciens de maintenance qui sont tout le temps sur le terrain, c'est difficile en onboarding de se dire on va les inonder de mails. Utiliser du SMS ou de la notification sur de l'application ou des choses comme ça, même du flyer, hein, du print, des choses. C'est à ce moment-là qu'on réussit vraiment à identifier les choses et à se dire ok, finalement, la vidéo qu'on vient de montrer sur le tournage des différents workshops, celle-là, on va la mettre directement dans le hall de l'immeuble parce qu'on sait que tout le monde y passe tous les matins et que c'est important que les gens se voient. Et voilà, c'est dans ces moments-là. Donc, rien n'est laissé au hasard et on fait tout en détail. Et donc, le plan de communication, pardon. J'ai une question pour vous. Vous parliez d'onboarding et de la communication. Est-ce qu'il y a des temps forts où il faut communiquer? Oui, tout à fait. Il en a parlé tout à l'heure, Jérôme. En fait, il y a des temps forts, mais ces temps forts, ils sont systématiquement différents. On peut choisir de créer un temps fort en démarrage de projet avec une grosse présentation, le mot du président ou autre, comme on peut choisir de faire un onboarding beaucoup plus doux si on est sur une annonce qui doit être beaucoup plus diffuse, qui doit être par exemple un déménagement. Donc ça va vraiment dépendre en fait du rythme qu'on va vouloir donner et du séquençage qu'on va pouvoir présenter. Donc, alors, sur le plan de communication, pour rebondir, le plan de communication justement est là pour établir un peu ces temps forts. Ça tombe bien, la question arrive au bon moment. Merci à la personne qui l'a posée. Et finalement, ce plan de com, il se découpe en plusieurs étapes. Donc, on a ce qu'on appelle on va appeler le plan de com en cascade, voilà, le cascading plan. Alors là, on l'a appelé le cascading onboarding plan, histoire de se recentrer dans le sujet. Mais vraiment, l'idée de cet temps fort, c'est déjà, il y a ce qu'on appelle le build momentum. C'est là où on a déjà cette première prise de parole auprès du codir, peut-être, vraiment la garde rapprochée du headquarter. Finalement, quand on intervient, nous, en tant qu'agence, dès ce niveau-là, c'est aussi stratégique parce que c'est là où on va commencer aussi à présenter au codir quelle est l'image et la grande culture que l'on va essayer de diffuser tout au long de notre plan de com. Maintenant, il y a notre fameuse coalition, parce qu'elle arrive très très tôt. Il faut vraiment dès le départ essayer d'aller chercher ces ambassadeurs qui vont nous permettre d'identifier les freins, comme on l'a dit, ou les opportunités.
Passé ce build momentum, bah, ça y est, c'est parti, on rentre dans l'annonce. Deuxième grosse étape, là, on annonce évidemment auprès de nos cibles prioritaires identifiées. On est plutôt encore probablement au départ sur le haut du panier. Quand on a l'ELT ici, c'est l'ILT, Executive Leadership Team. On a Marcom, sont plutôt les équipes marketing com à qui on va devoir fournir du matériel. Hein. Ce n'est pas tout de leur dire ça change, mais elles vont attendre d'avoir un kit de communication dans le cadre de filiales un peu partout dans le monde. Bah voilà, il va falloir avoir des supports de communication. On pourrait avoir des technical leaders et puis il y a nos ambassadeurs que l'on a embarqués dans les groupes, mais auprès de qui on lance également la communication parce que malgré tout, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas forcément le fruit de ce résultat tout de suite. Et puis derrière, bah, il y a un moment, il y a un point clé, c'est Hall, voilà, le moment où quand même il y a une prise de parole du président, du CEO ou du responsable projet ou de celui qui porte le mouvement et la nouveauté auprès de l'ensemble des cibles identifiées du plus grand nombre. Maintenant, une fois que ce point est passé, évidemment, tous les managers, la fameuse Executive Leadership Team en bas, le ELT, que l'on va peut-être former entre-temps à prendre la parole parce que tout le monde n'a pas la capacité à diffuser, à porter un message, hein, ce fameux core content que l'on a bien établi. On va peut-être envisager un training programme pour être une fois que la prise de parole vraiment du dirigeant ou de celui qui porte le projet a été faite, qu'eux puissent prendre le relais et d'adresser encore une fois un message, mais vraiment en personnalisé, c'est-à-dire moins dans le message je reçois un email ou j'ai vu une affiche, mais vraiment dans le message je prends la parole, je suis en visio, j'ai un groupe de personnes ou d'utilisateurs bien identifiés auprès desquels je vais transmettre le message. Donc il y a toute une étape d'annonce en cascade. Évidemment, en ce moment, beaucoup de visio, on rentre toujours par un email. Il y a la plupart du temps une présentation derrière, d'avoir un support de présentation, un peu comme ce que l'on fait aujourd'hui, ce sera essentiel. Et une fois qu'on a passé cette étape d'annonce, on va plutôt rentrer dans l'étape de l'explication. Donc, on annonce au départ et puis après, on rentre, voilà, on lance le run, un peu de notre onboarding et on explique. Et on explique par les supports les plus pertinents, on explique par de la vidéo, du texte, sur le réseau social interne s'il existe. Peut-être qu'on a mis en place une plateforme de speedboarding qui va permettre d'aller s'embarquer un peu plus vite ou alors pourquoi pas un module de serious game. Enfin, voilà. En tout cas, on rentre vraiment dans cette étape d'explication où là, on adresse les people, les utilisateurs assez régulièrement. Est-ce que c'est sur une période d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois? Évidemment, la dimension du projet amène la temporalité. Et de cette troisième étape découle ce qu'on appelle la Walk the Talk. Bah, ça y est, on a expliqué le changement. Maintenant, il faut essayer de l'ancrer. On a eu des premiers résultats. On essaie de travailler sur ces résultats. On essaie d'être créatif aussi sur les typologies de contenu. Là, on met web série. Pourquoi pas? D'un seul coup, le sujet était quand même très sérieux. Au départ, il y a eu des prises de parole un peu des dirigeants. Tout le monde en cascade a été informé. Puis après, on a expliqué. Puis d'un seul coup, dans le rôle de talk, on peut peut-être prendre un peu plus de légèreté et essayer de montrer, encore une fois, cette grande culture autour de cette nouveauté et de ce mouvement. Pourquoi pas, comme c'est présenté ici avec une web série ou tout autre type de dispositif. Donc, globalement, 4 étapes. Le build momentum, l'annonce, l'explication et le wall de talk. Un autre exemple de plan de com, alors là, on fait le focus, on réduit vraiment le scope. C'est-à-dire que dans le cadre d'un déménagement d'entreprise, alors on imagine bien que ça ne se fait pas en une semaine. C'est en général au moins 1 an de travail. Donc pendant 1 an, on va essayer d'embarquer, on aura créé des groupes de travail, on va élaborer nos messages, on va prendre la parole régulièrement. Et puis il va y avoir des temps forts et des temps faibles et des temps forts dans la communication. Et puis plus on va se rapprocher du moment, du jour J où on va déménager, alors, on arrive dans un temps extrêmement fort. Et on va concentrer nos efforts sur cette période. On va essayer d'alimenter nos prises de parole, pas uniquement par un seul canal, mais par les canaux, encore une fois, à disposition. Et on va organiser tous les jours une prise de parole, un J-7, les coulisses, un J-6, les premiers cartons. Donc, prendre de l'image, faire des photos, de la vidéo.
vraiment, c'est vraiment essentiel de créer du contenu, hein. On le sait bien, on n'invente rien. Mais du coup, ce contenu, c'est pas tout de l'avoir, il faut le mettre en scène. À J-5, premier carton 2 sur 2. Pourquoi? Parce que là, on est plutôt dans un cadre de déménagement de deux filiales qui se retrouvent sur un même site. Donc, on va prendre la parole pour le site A et on va prendre la parole pour le site B. Des derniers réglages, le plan des nouveaux bureaux, peut-être qu'ils n'auraient pas forcément été partagés ou alors certains aspects des plans ont été partagés. Et là, ça y est, c'est la version finalisée pour que les gens, le jour où ils arrivent, puissent se retrouver un minimum. Des photos des bureaux vides, un dernier mail, demain c'est le grand jour, et puis le jour J, ça y est, c'est parti, on embarque, bon courage à tous, rappel des infos pratiques, etc. etc. Donc, dans un plan de communication, on a la vision macro, la grande vue d'ensemble, et puis on a des moments où vraiment on va venir détailler, avoir beaucoup de granularité dans chacune des actions à mettre en œuvre. Passer l'étape de la définition, voilà, on mesure, on s'immerge, on définit, on écrit un peu la stratégie, le plan de communication, la journée map, etc., le but commun, les contenus. Et puis après, c'est parti, il faut designer, il faut créer un petit peu nos supports. Donc là, les supports, ils sont multiples et variés. En l'occurrence, là, je te laisse la parole, Christophe, Ouais. Bon, là, on a pris un cas d'une solution qu'on a réalisée pour Total il n'y a pas très longtemps sur la dématérialisation de tous les processus d'expatriés. Et finalement, il fallait pouvoir présenter cette nouvelle solution de manière auto-portée par la solution. Beaucoup de gens qui se connectent à l'international. Donc, il fallait pouvoir rendre ça accessible très facilement. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les applications qu'on télécharge, hein. C'est tout simplement, on va à chaque fois que je parle, il y a un bug de présentation, non? On a perdu Jérôme. Oh, la déception. Alors, ouais, je crois que Jérôme a peut-être un problème de connexion. Ah, il va revenir tout de suite. Je peux peut-être continuer même sans la présentation et les gens vont être déçus de ne pas avoir la vidéo, mais ce sera déjà ça. Je peux te passer un animateur si tu veux. J'ai pas la présentation, moi. Ok, bon, on va attendre qu'il se reconnecte. Donc l'idée c'était de dire quoi? C'était de dire que derrière ces dispositifs, finalement, c'est tous les dispositifs en surcouche qu'on va vous proposer pour pouvoir à la première connexion avoir une découverte intuitive de la solution. Et sur des moments clés, on va pouvoir vous pousser aussi l'information qui va être nécessaire pour vous. Là, dans le cas d'un process RH d'expatriation, on avait des temps forts, hein, comme les visites d'appartement, comme le temps du départ, le dossier d'immigration. Et tout ça, il faut savoir aussi communiquer et donner la bonne information au bon moment. Dans le cas d'une solution digitale, on utilise beaucoup la notification, hein, beaucoup plus facile à utiliser, mais c'est exactement ce type de surcouche qu'on va proposer. Presque, enfin très légère finalement dans la prise en main et qui vont apporter une réelle valeur ajoutée uniforme, je dirais, à tous les utilisateurs. Nous ne retrouvons pas Jérôme. Ouais, je vais te partager mon écran pour que tu puisses avoir accès à Tu as la présentation? Toi, tu l'as la présentation? Ouais, je l'ai. Tu peux me rappeler juste où on était ici? La dernière version. Hop, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Zoom nous fait des caprices. J'ai l'impression. Ce matin, on a des problèmes. Ouais. Moi, je vois pas ton écran. Ouais, c'est parce que je dois. Ah, t'as pas encore. J'arrive. Non. Ouais, si je partage mon écran, il me met fin à la réunion. Alors attends, je vois que Jérôme a réussi à nous rejoindre. Ouais, désolé, j'ai carrément eu la coupure de courant. Donc, là, on peut rien faire, c'est le live, voilà, c'est comme ça. Je repartage mon écran. Ouais, j'étais sur le didacticiel FlexiMove. Désolé, hein, c'est bien malgré moi. J'ai couru dans mon armoire électrique. Ok, c'est reparti. Ouais, sur designer. Donc, on était là. Donc, ça tu peux passer. Enfin, vous pouvez admirer cette magnifique vidéo.
Alors, l'histoire de Cepic, donc Alexandra Gibert qui est sur le talk, si elle est encore là, voilà, on a travaillé autour d'un serious game parce que dans le cadre de, voilà, encore une fois, de la stratégie de marque et de positionnement, une entreprise est amenée à travailler sa vision. Et puis, une vision, ce n'est pas seulement des mots, mais c'est aussi de l'image. Donc, nous, on a accompagné sur la définition d'un territoire de marque autour de cette vision. Et l'objet, c'était vraiment d'embarquer les collaborateurs autour de la vision, mais également autour de l'univers du territoire graphique que l'on avait proposé autour de cette vision. Donc, on a imaginé un serious game avec des jeux, de la vidéo, tout un tas d'interactions pour porter ce discours. Et ça, dans le cadre d'une plénière qui avait été organisée à différents moments sur différents sites. Vidéo de présentation, c'est un support assez évident, qui paraît très évident, mais qui a toujours de l'importance. C'est d'être capable, alors là, dans le cadre d'un applicatif pour Total, qui s'appelle FlexiMove pour les expatriés, on en a peut-être déjà parlé avant, je ne sais plus, Ouais. c'est d'être capable de présenter de manière synthétique les attributs du nouvel applicatif. Encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans un message, dans un plan plus global sur lequel on avait bien défini le purpose au départ pour que les personnes qui géraient l'expatriation au départ se disent pas tiens, une nouvelle application, mais elle va me prendre mon emploi. Non, ce n'est pas du tout le but, c'est au contraire, elle va t'aider dans ton travail au jour le jour. Et la présentation de cet outil était évidemment fondamentale. Donc, on n'est pas dans une vidéo de promotion, on est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'on explique un petit peu l'enjeu pour les expatriés et le gain qu'il peut y avoir avec ce nouvel outil. Ouais, on a d'autres modules qui viennent s'ajouter. Nous, on croit beaucoup dans le module de speed learning. C'est un petit site web qu'on met à disposition où on va intégrer beaucoup de jeux pédagogiques où on va aller découvrir les fonctionnalités en faisant du glisser, par exemple, OK, où est telle fonctionnalité, on doit la découvrir. Tout ça, c'est timé, histoire de donner un petit peu une dimension de jeu et ce qui va nous permettre derrière, dans toute la mesure qu'on va faire sur cette plateforme, d'aller identifier là où les utilisateurs ont des difficultés. L'important aussi dans l'onboarding, c'est pas uniquement de mettre à disposition des choses, c'est aussi analyser les retours. Et dès qu'on met en place des outils digitaux, que ce soit une plateforme de speed learning ou de speedboarding, ou que ce soit des emails, il y a systématiquement des signaux à aller capter, à analyser pour pouvoir après nourrir votre dispositif de change, de formation, d'utilisation, de support et de pouvoir rentrer vraiment dans une dynamique de j'ai une relation qui est pas unilatérale, qui est vraiment bilatérale, réciproque et vous enregistrez aussi des retours. Christophe, moi j'ai une petite question pour toi. Ces modules de speed learning, est-ce que, à ton avis, ils remplacent vraiment une session de formation sur l'outil? Non, alors il y a toujours la question de est-ce qu'on est sur un outil métier ou est-ce qu'on a un outil d'usage simple. Si on est sur un outil d'usage simple, nous, c'est ce qu'on fait, principalement parce qu'on est souvent sur des contextes internationaux avec des cibles assez différentes et on doit pouvoir dispenser la même information au même moment à tout le monde. Et du coup, ces plateformes-là sont toujours à jour avec les mêmes workflows, contrairement généralement à des programmes de formation qui sont un peu adaptés localement. Et en revanche, ça ne remplace pas, enfin aujourd'hui, nous, on ne l'a pas fait dans une dimension vraiment métier où on va aller apprendre l'utilisation d'un logiciel à une cible. Donc là, on est plutôt sur des sessions de formation qui se font avec l'éditeur de logiciels. Et nous, on est plutôt là en surcouche, je dirais, pour apporter toutes les aides qui vont correspondre, pour ceux qui travaillent un peu dans le support, à tout ce qui est support niveau 1. Et l'objectif, c'est de annuler le support niveau 1, tout ce qui est fonctionnel, le rendre complètement nul. Et c'est ce qu'on fait sur certains projets. Le cockpit RH qu'on voit là, qui est pour le groupe BPCE, depuis 4 ans, il y a 0 ticket fonctionnel dessus. Voilà, c'était ma phrase choc. Passer cette étape de design, on rentre dans la partie promotion. Ouais, la partie promotion, finalement, c'est vraiment la dernière étape. C'est une fois qu'on a réussi un onboarding et qu'on arrive sur une finalité, donc un premier cycle, nous, on a tendance à dire que l'onboarding, finalement, c'est une dynamique qu'on met en place et que le côté animation par la suite a beaucoup de valeur. Les ambassadeurs, généralement, on essaye de les garder, de créer un club et essayer de commencer à animer cette communauté. On essaye aussi un maximum de communiquer de manière régulière
sur le plan. Donc, quand on est sur une solution digitale, c'est assez simple, hein. Il y a généralement des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, il faut pouvoir communiquer, mais communiquer pas uniquement en envoyant un PDF de 180 pages en mode manuel utilisateur, mais plutôt aller envoyer des emails bien faits, de la newsletter. Les événements, un événement, la promotion, faut y croire. Enfin, quand on commence à investir dans un projet qui se veut stratégique ou opérationnel, il faut croire aussi dans les éléments qu'on va pousser. Donc, quand on fait un événement, il faut faire un événement qui ressemble au projet. Sinon, les early adopters, les ambassadeurs, les utilisateurs qui seront là, l'image qu'ils vont avoir, c'est une image de « OK, bah, finalement, c'est rien de plus que d'habitude ». Alors que si on fait déplacer des représentants du board avec un discours construit, montrer que tout ce qu'on est en train de présenter, c'est de la co-construction avec tous les collaborateurs, tout de suite, on a une portée qui est différente. Donc voilà, ce côté promotion, il est essentiel parce qu'il donne aussi le tempo sur l'ambition de votre projet et finalement qu'on fasse une présentation, qu'on n'en fasse pas ou qu'on fasse une présentation, c'est déjà une énorme différence dans le message qu'on va passer. Voilà, on arrive un petit peu au bout de cette session d'échange, en tout cas de partage avec vous un peu de notre savoir-faire et de notre expérience sur ces sujets. Il y a quand même trois points que vous découvrez ici qui sont fondamentaux, hein. Encore une fois, on n'invente rien, mais ça paraît assez logique. C'est bon de le rappeler, le discours travaillé, voilà, le fameux purpose, c'est quand même vraiment fondamental. C'est dans tout projet de change ou d'onboarding, c'est quel est l'objectif à la fin. Même quand on est sur une application, en fait, à un moment donné, on arrive sur l'applicatif. Quel est l'objectif de l'onboarding? C'est quoi le but de l'application? Voilà. Il faut vraiment travailler à fond sur ce purpose. On ne peut pas taper juste forcément du premier coup. C'est pour ça qu'on doit aller collecter du résultat, de la data et être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Réajuster le tir si jamais le temps le permet, parce que bon, il y a toujours des logiques de temporalité, mais ça, c'est vraiment fondamental. Le deuxième, les ambassadeurs. Ne pas croire que l'on va pouvoir se travailler tout seul. Tout à l'heure, Christo l'expliquait sur les applicatifs, hein, de l'âge d'or de l'onboarding. Voilà, la gamification, c'est ça. C'est clairement l'enjeu de la gamification et de l'onboarding, c'est d'être capable de travailler un noyau dur d'ambassadeurs, de valoriser ces ambassadeurs qui eux-mêmes vont être capables de porter la bonne parole et puis d'analyser les signaux et la data. Tu venais de le dire, Christophe. On voulait le rajouter parce qu'effectivement, tous ces signaux faibles, ils sont précieux. Donc, allez, dès que vous utilisez du digital, travaillez ces signaux faibles, essayez de les amplifier et de leur donner du sens, communiquer dessus. Parfois, c'est bien aussi de communiquer sur les améliorations. Donc voilà, vraiment les 3 points à mettre en place, ils sont plutôt logiques et évidents. Mais de notre retour d'expérience, ils sont pas souvent mis en place. Je pense surtout au numéro 1 et c'est vrai que, enfin voilà, pensez aux utilisateurs, pensez à la communication et communiquer. Et c'est ainsi que se termine le talk limpide. Merci d'avoir suivi. Il va 21 pour survie à tous nos petits problèmes techniques. Ouais, c'était un petit peu scabreux. Désolé pour ces problèmes techniques, voilà, mais c'est pas grave. Pour moi, pour ma part, c'était le premier. On a quelques questions de fin, voilà. notamment de la part de Frédéric. Si vous deviez donner 3 outils indispensables à l'onboarding, qu'est-ce que ça serait? 3 outils indispensables. Moi, je vais en mettre un premier, c'est l'échange. L'échange. C'est-à-dire se mettre autour de la table et prendre le temps de parler. Ça, c'est vraiment pour nous fondamental. Et d'ailleurs, c'est ce qui structure l'agence aujourd'hui et notre expertise, hein. Tout à l'heure, on évoquait le starter kit. Ce starter kit, on l'a imaginé parce qu'on s'est bien rendu compte qu'au départ de chaque projet, quel qu'il soit, même d'ailleurs, hein, au-delà même de l'onboarding, mais d'autant plus sur des sujets d'onboarding, l'échange avec les parties prenantes d'un projet ou nos fameux leaders. Voilà, c'est fondamental. Prendre le temps d'échanger, faire des ateliers de 2, 3, 4 heures, même plusieurs ateliers. Nous, aujourd'hui, on découpe beaucoup les ateliers, c'est-à-dire qu'on évite les espèces de Big Bang workshop
sur lesquels d'un seul coup on essaye de tout aborder et puis ça dure une journée, c'est très long. Non, on découpe, on fait plusieurs ateliers par thématique et on prend le temps d'aller rencontrer aussi bien des dirigeants, la présidence tout en haut, que des gens très opérationnels pour, encore une fois, identifier les opportunités, les freins, les canaux, les messages. C'est vraiment le premier outil, je pense que c'est la parole et l'échange. Les deuxièmes outils, après, Christophe, tu compléteras, mais je pense qu'il y a tous les outils digitaux. On parle d'onboarding digital, notamment en ce moment, on l'a dit, il y a une réalité du télétravail. Avoir les bons outils qui nous permettent de collaborer à distance, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est le relais de la parole, c'est comment on organise cette parole. Là, il y a plein d'outils, des Miro qui permettent de faire du post-it sur des planches virtuelles. Il y a du Bcast qui va permettre plutôt d'organiser, de faire du vote. Chacun répond via son smartphone, etc. Donc, il y a des outils vraiment opérationnels pour travailler ces sessions d'échange. Et puis après, il y a des outils, des outils qui existent de gamification, des choses comme ça. C'est vrai que tout n'est pas forcément à faire sur mesure. Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'on a une vision complémentaire avec Jérôme. Moi, je serais assez simple. Ce serait un site web, un Analytics et un Mailchimp. C'est des trucs tout bêtes, mais finalement, le site web, il va vous permettre de mettre en avant le contenu que vous aurez créé. L'Analytics va vous permettre de pouvoir identifier les signaux faibles dont on parlait. Et puis, le Mailchimp va vous permettre d'envoyer des emails tracés et de pouvoir voir si les messages que vous envoyez sont vraiment ouverts et comment vous allez travailler vos segments après. Donc voilà, après, en vrai, c'est une posture. Enfin, il y a un milliard de choses à faire, mais parfois, faut commencer simplement. Et j'ai vu une remarque d'Aurélia sur la symétrie des attentions. Et effectivement, vous avez vu juste, l'onboarding, c'est comment considérer finalement ses utilisateurs, ses collaborateurs. C'est ni plus ni moins que de la considération. Et quand on voit la passion de Jérôme qui explique ses plans de communication, voilà, nous, les sujets, on a essayé de le montrer, on traite tous les sujets de la même façon en termes d'intensité et d'intérêt. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas le sujet qui devient déterminant, c'est plutôt les gens qui vont accueillir ce sujet en bout de chaîne. Et nous, ce sont vraiment eux qui nous intéressent. Et le discours concret, ben oui, il est très stratégique, mais même dans les mots, il faut qu'il soit compris par la cible. Donc, on s'intéresse toujours, et c'est notre moteur, la cible. Nous, on travaille sur l'utilisateur, et c'est ce qui nous plaît. Voilà. Je me suis permis de rebondir sur cette remarque. Merci à tous. Il est midi. Parfait. On va pouvoir parfait. Merci à tous. À revenir vers nous si vous souhaitez approfondir ce sujet qui est l'onboarding. Salut tout le monde.